Et il a donné une interview, regardez ce qu'il dit. La première fois, il parle du premier mandat, j'avais deux choses à faire, diriger le pays et survivre. Et la deuxième fois, je dirige le pays et le monde. Alors, on est très loin du désengagement. Il n'est pas isolé. En fait, la réalité, c'est qu'il n'est pas isolationniste, Trump. D'ailleurs, il vient de se féliciter, c'était il y a quelques heures, il s'est félicité d'un accord qu'a fait son secrétaire d'État, c'est vrai, en tout cas d'un accord. Il a mis à la même table, ils ont signé un accord, les Rwandais et les Congolais de la RDC. Et il a dit, j'espère que là aussi, il y aura la paix dans la région des Grands Lacs. Est-ce que ça vous plaît, est-ce qu'il peut avoir un rôle positif? Les présidents américains, quand ils s'engagent dans le monde, ça a des effets, bons ou mauvais. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît que... Et là, on comprend qu'il a décidé de... On espère qu'il va réussir. Les affaires du monde, mais bon, pourquoi pas. Mais il faut bien comprendre que ce sont des choses complexes, les affaires du monde. Imaginez qu'on va résoudre un conflit comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui remonte quand même à assez longtemps, en quelques jours, en quelques semaines. C'est faire preuve d'un amateurisme, quoi. Ou c'est faire preuve d'une certaine mégalomanie. Et je pense que, effectivement, ce qui est intéressant on voit dans les deux déclarations, c'est que le melon a beaucoup grossi depuis. Et que la mégalomanie a quand même beaucoup grossi depuis. Mais ça rencontre le réel, quoi. Le réel des relations internationales. Oui, mais c'est obscène de dire je dirige le monde. Enfin, c'est vraiment, on se croirait presque un film de science-fiction avec le bonhomme Minimi qui fait comme ça avec son chat à côté, je dirige le monde. Mais c'est absolument obscène. Alors, sans doute qu'il y a des gens qui pensez à Austin Power. Oui, je pense, voilà, exactement. Minimi, voilà. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui s'appelaient. Mais franchement, j'espère que personne sur ce plateau n'estime que c'est bien quand un homme dit « je dirige le monde ». Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et la volonté des peuples, elle est où là-dedans? Non, mais il sait très bien qu'il ne le dirige pas, il sait très bien qu'il dirige pas. Bah, je ne suis pas si sûre qu'il sache. Moi, je crois qu'il le dirige. Et le problème, c'est qu'il dirige beaucoup. Il dirige une grande partie du monde. Rien que si on prend les marchés financiers, qui sont quand même très importants dans le fonctionnement du monde, il éternue et puis il y a des chocs sur les marchés qui coûtent de l'argent à des individus dans le monde entier. Donc quelque part, malheureusement, il dirige une grande partie. Il n'est pas le seul, hein. Mais il a quand même une voix, on va dire, prépondérante à la table des soi-disant grands. Il ne dirige pas l'Europe, il dit d'ailleurs de l'Europe qu'elle a été créée pour nuire aux intérêts des États-Unis, donc visiblement et là, on est tous il ne la dirige pas, et il ne dirige et c'est certainement qu'il ne dirige pas. Oui, mais on est tous en train de paniquer parce qu'il ne veut plus nous défendre. On est tous en train, il ne dirige pas l'Europe, par contre, on est tous en train de paniquer, et je dis des mots gentils, parce qu'il ne veut plus nous défendre. Et donc, il ne dirige pas l'Europe, mais c'est à cause de son désengagement que l'Europe, aujourd'hui, est en train de se dire il faut que. Espérons que l'Europe va se réveiller, et peut-être que l'Europe dira un jour merci Trump de nous avoir réveillés. Est-ce que ça montre en tout cas que, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas en train de lâcher la question Ukraine-Russie? Non, il a envie d'influer très visiblement sur le cours des choses. Oui, il avait envie, il s'est piégé lui-même en disant voilà, je vais faire très vite, je peux tout faire. Voilà, je suis 24 heures. Vous allez voir, alors 24 heures. Bon, mais même 100 jours, je veux dire, une crise comme ça va pas se résoudre en 100 jours. Les négociations sur le Vietnam, ça a duré 3 ans. Quoi. Les négociations sur la Corée, ça a duré 2 ans. Donc c'est des choses compliquées. Et c'est des choses compliquées. En plus, quand on les aborde comme ça, en naviguant à vue, sans avoir rien préparé, en envoyant des émissaires qui ne connaissent rien au sujet, forcément. Les choses sont plus compliquées. Mais au bilan, on arrive à 100 jours jeudi, le chat est quand même assez maigre, notamment en termes de politique internationale, quoi. On a remarqué aussi qu'il a changé quand même son discours, justement après cette rencontre avec Zelensky. Il y a aussi quand même un cas sur le fait que Zelensky lui a dit qu'il a besoin d'armes et qu'il voudrait acheter des armes, que l'Ukraine voudrait acheter des armes. Et ce mot, justement, acheter, cela a intéressé Trump, comme il est surtout dans son monde de business. Peut-être c'est justement cela qui l'a influencé il avait refusé, un peu plus. Oui, mais en même temps, quand il dit qu'il est tout puissant et qu'il écrit juste un tweet, Vladimir, stop, c'est pas assez pour arrêter Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. Et il faut vraiment, comme il a dit, peut-être il faut qu'on renforce les sanctions, qu'on entame des sanctions secondaires. Justement, c'est ça ce qu'il fallait faire depuis très longtemps. Donc, et il s'est emparé aussi du dossier iranien, c'est important. Il y a eu 4 rencontres qui continuent. Tous les samedis maintenant, les Iraniens et les Américains se retrouvent.
le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, dit que ça avance bien. L'idée, en fait, de Trump, elle est très simple. C'est qu'il veut ramener l'Iran dans la communauté internationale, en fait, dans le business mondial, mais à condition, évidemment, et ça, nous partageons tout à fait cette thèse, nous, Européens, à condition, évidemment, qu'il n'y ait pas de bombe nucléaire iranienne, parce que on ne peut pas se permettre d'avoir un Moyen-Orient avec 3, 4, 5, 6 acteurs nucléaires. Le jeu est beaucoup trop dangereux. C'était le Trump principe de l'accord de 2015. Trump qui se mêle de tout, et qui veut se mêler de tout, et qui s'amuse de ça. Toujours dans la même interview, je m'amuse beaucoup compte tenu de ce que je fais. Vous savez, ce que je fais, c'est très sérieux. Là, il fait le jeu. Le monde entier attend ce qu'il va faire. L'image, la photo à Saint-Pierre a eu plus d'effet que des milliers d'autres déclarations. Quand même, la puissance américaine est toujours là. Et regardez de quelle manière maintenant il revient à son idée d'annexer le Canada. C'est les élections au Canada. Et alors, il a fait un des tweets les plus extraordinaires de toute sa carrière, déjà longue. Il est en quelque sorte en campagne pour diriger le Canada. Élisez l'homme qui aura la force et la sagesse de réduire vos impôts de moitié, d'accroître votre puissance militaire gratuitement, au plus haut niveau mondial, de quadrupler la taille de vos entreprises automobiles, sidérurgiques, aluminium, forestières, énergétiques, autres, sans aucun droit de douane ni taxe, si le Canada devient le 51e État chéri des États-Unis d'Amérique. Ah non, mais c'est absolument lunaire, et les Canadiens sont extrêmement en colère. Je pense que ça va être totalement contre-productif qu'il fasse ce genre de tweet. Et d'ailleurs, Mark Carney, qui est celui qui a remplacé Trudeau, qui était chef de la Banque d'Angleterre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience de la finance absolument extraordinaire. C'est en train de devenir un homme d'État remarquable et qui est en train aussi d'incarner la résistance internationale à Donald Trump, parce que lui ne mâche pas ses mots. Quand il dit à Trump d'abord arrêter avec vos droits de douane et surtout arrêter avec cette idée de vouloir annexer le Canada. Mais là encore, on revient dans la science-fiction quand un président américain parle d'annexer, parle en tout cas du Canada comme le 51e État. Là, la frontière entre l'Amérique et le Canada, ce n'est plus celle d'il y a 6 mois. Ce sont des scénarios qui étaient inimaginables, même parmi les plus fous qui ont des imaginations débordantes. Donc, on rigole. Lui, Trump, dit qu'il s'amuse beaucoup, mais c'est extrêmement grave. Il n'est pas annexé, il dit que les Canadiens doivent choisir. Parce qu'il a changé. Il a changé le discours. Pas du tout d'annexer militairement. Il a changé le discours. Il pense que les Américains, ils pensent que Toronto, c'est une ville américaine. Est-ce qu'il a vraiment tort? On ne sait pas. Ça ressemble beaucoup à une ville américaine. Il faut le reconnaître. Et Vancouver ressemble beaucoup à Seattle. Mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est pas du tout de l'annexer, de le prendre par la force. Ce qu'il propose, il dit les amis canadiens. 2 tiers d'entre vous parlez anglais, venez rejoindre les États-Unis. Alors, il est vrai que les Canadiens l'ont très mal pris, ça c'est tout à fait juste. Mais il ne faut pas dire que Trump veut prendre militairement le Canada, c'est faux. Non, mais le truc aussi, c'est sa façon de faire. Parce qu'à la limite, s'il avait commencé par ça, il aurait peut-être eu un écho un peu favorable. Mais d'abord, il a dit, moi je vous annexe. Et donc ça a braqué les Canadiens. Vous savez que le parti qui le soutient est en train de perdre les élections. Et pourtant, il était donné vainqueur à 20% avant, il y a encore 2 mois. Il y a la même chose avec Zelensky. Le fait qu'il avait insulté avec J.D. Vance à la Maison-Blanche, en fait, vous savez, lui et Poutine parlaient, il faut réélire Zelensky. Il n'en parle plus, parce que Zelensky a pris 15% de popularité. Il est actuellement à 67%. Il était à 52% il y a 1 mois et demi. Et donc, en fait, vous savez pourquoi il parle maintenant, Trump dit « je dirige le monde ». Parce qu'à l'intérieur des États-Unis, 41%. C'est le pire président américain en 5 jours qui a perdu. Et le deuxième pire, c'est Trump, 45%. Cela étant, soyons francs, est-ce qu'on se couche devant la puissance? Si c'était la Hongrie qui faisait ça pour la Roumanie ou vice-versa, on aurait déjà rappelé les ambassadeurs. En réalité, là, les Européens ne disent presque rien. On parle de 2 pays de l'OTAN. On est dans le club de l'OTAN. On devrait réagir à un point inouï. En réalité, il est si puissant qu'on a un petit rire gêné en disant « Ah oui, c'est un peu une particularité, comme c'est... c'est fou. » Oui, il est un peu bizarre. C'est Gérard Haro qui dit que Trump n'a pas de surmoi. Il dit « Bon, voilà, c'est comme ça. Il est un
petit peu malade en fait. C'est son truc, il dit voilà, ça, tout ce qui passe dans la tête. Bon, ben voilà, mais c'est pas très grave en réalité. Oui, il y a un peu de ça quand même. Et puis il y en a tellement. En fait, il en sort tellement qu'il y a une sorte d'accoutumance. Voilà, un coup le Groenland, un coup le Panama, un coup ça peut être n'importe quoi en fait. Et on se dira, bah, tiens, oui, bon, ok. On se réveille le matin. Même les Danois n'ont pas rappelé leur ambassadeur. Les Danois n'ont pas rappelé leur ambassadeur et ils achètent encore des avions américains. C'est-à-dire vraiment, c'est le fameux dicton baise la main que tu n'oses mordre. Là, il la baise plutôt 3 fois qu'une. Et le roi Charles n'a rien dit. Le roi Charles, qui est souverain du Canada, finalement, n'a strictement rien dit. Donc parce que le Premier ministre Steinmeier veut à tout prix garder de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Mais bon, en fait, c'est un personnage qu'on connaît peu en politique, parce que c'est le contraire d'un talleyrand, Trump. Il est ni dissimulé, ni calculateur. Il dit strictement ce qui lui passe par la tête, au moment ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde aux États-Unis sa popularité, parce qu'ils disent il est sincère, il n'est pas dissimulé, il ne nous raconte pas d'histoire, il dit vraiment ce qu'il pense. Et il n'est pas calculateur, il prépare pas, il fait pas de devoirs, il passe pas des nuits entières à préparer un sommet. Mais il est en train de la perdre. Voilà, et même un de ces on nous racontait ça, je crois que c'est d'ailleurs Gérard Haro qui racontait ça, que lorsqu'il a vu pour la première fois Xi Jinping, donc le patron de la Chine, c'était pas rien, on lui a proposé, on dit, Monsieur le Président, donc vous voulez des notes, vous voulez quoi? Vous voulez 5 pages, 6 pages, 10 pages, une page? Ah non, rien du tout, je vais me débrouiller. Il l'a reçu sur un terrain de golf, parce que pour lui, la politique, ça se fait comme ça, au jour le jour, à la minute, et pas du tout sans préparation et sans dissimulation. Et peut-être que là, Zelensky a joué une carte, effectivement. Ouais, peut-être qu'il s'est passé là quelque chose. Je crois que pendant les 15 minutes, c'était décisif, parce que d'abord, ils ont parlé la même langue, il n'y avait pas de traducteur, il n'y avait personne, il y avait d'autres personnes, pas de journalistes, pas de Vance, pas de famille, pas de conseiller, rien du tout. Et je crois que Zelensky, en fait, a réussi à passer un message. Il y a aussi un truc avec Trump, je crois, qu'il y a très peu de gens qui lui racontent vraiment la vérité vraie. Et donc Zelensky peut-être lui a dit, mais Poutine te mène en bateau, il te ment, en fait, il te manipule. Moi j'ai l'impression que c'était ça le premier message que Zelensky a réussi à passer pendant ces 15 minutes. En fait, ce qu'on sait, en tout cas, parce qu'on n'assistait pas à la rencontre, mais ce qu'on sait, c'est qu'après la rencontre, Trump a fait un tweet où il se demandait si précisément Poutine ne le baladait pas.